Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Dans ce journal, la colère à la pompe. Vous l'avez sans doute remarqué, le prix du carburant ne cesse d'augmenter. La chaîne du Nord, WEO, est allée prendre la température auprès des automobilistes visiblement excédés. Les abus sexuels dans l'église, une victime sort de son silence. Vous entendrez le témoignage poignant d'un homme victime d'un prêtre pédophile, un témoignage recueilli dans la Loire par nos confrères de TL7. Et puis dans ce journal, une actualité un peu plus heureuse, avec des carneros au zoo. On vous emmènera en Haute-Garonne faire la connaissance des 7 croquignolets lionceaux nés au zoo de Plaisance-du-Touche. Une bien heureuse nouvelle pour le parc qui n'avait pas eu de naissance de lionceaux depuis 2013. Et puis en fin de journal, vous verrez que toutes les sorcières n'ont pas attendu le 31 octobre et la soirée d'Halloween pour sortir de chez elles. Elles s'étaient toutes donné rendez-vous à Rodemack en Moselle. Nous y étions pour vous. Faire le plein de sa voiture fait mal au portefeuille. Les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés depuis près de 10 ans. Dans les stations-service, la colère gronde, comme ont pu le constater Caroline Fichten et Jérôme Houbron de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Cet automobiliste a fait le tour des pompes pour essayer de trouver le meilleur prix. Comme beaucoup, le coût de l'essence impacte assez lourdement son budget. Je roule beaucoup, comme je travaille sur Saint-Omer, donc du coup c'était une nécessité de trouver une essence moins chère. Ça fait cher à la fin du mois après pour aller travailler, quoi. 50 km par jour à aller, donc 100 km aller-retour. Sur un mois, ça fait 320 euros. On fait des moitiés de plein au lieu des pleins. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher. Ici, le gasoil est encore sous la barre symbolique des 1,50 €, 1,49 €, le seuil sera vite franchi. Dans beaucoup de stations essence, le sans-plomb est autour d'1,60 €, mais atteint ici par exemple 1,77 € le litre. Le coût des carburants en hausse rappelle à beaucoup le début des mouvements des Gilets jaunes en 2018. Tout le monde devrait se mettre ensemble et puis dire qu'il y en a marre, quoi. Si l'État prenait un peu moins de taxes, ça serait très bien, dans la mesure du possible, bien entendu. Voilà, il faut être réaliste, mais bon, je pense que l'État prend quand même une grande partie des taxes et que ça permettrait de juguler le problème peut-être des hydrocarbures. Mardi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait expliqué suivre l'évolution des prix et affirmé que si l'envolée se poursuivait, il faudrait, je cite, certainement réagir. Tout à fait autre chose dans l'actualité, il y a quelques jours, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église remettait son rapport, un rapport accablant faisant état de 216 000 victimes. Parmi elles, un habitant de La Roche-la-Molière, dans la Loire, Georges Magan, qui a accepté de sortir de son silence et de raconter son histoire à Céline Ercilia de TL7, la chaîne de la Loire. Nous permettons donc de vous écrire, car nous avons déjà eu des contacts personnels et nous voulons simplement vous dire notre proximité, notre disponibilité. C'est sûr, moi je crois en cette disponibilité, mais moi je le redis, il faut des actes, et des actes de la part d'un évêque, surtout. Georges Magan relit cette lettre signée par Monseigneur Bataille. Il y a quelque temps, il avait pu s'entretenir avec lui sur l'agression qu'il a subie par le père Pérard dans les années 70. Des attouchements qu'il a subis alors qu'il était en service militaire. Il avait accompagné le père Pérard 2 jours pour l'aider à installer un camp pour enfants. Et le soir, on a dîné et après, on me dit tiens, voilà, t'as ton lit qui est là, moi je suis là. Donc lui, il avait un grand lit et le chalet était froid, puisque pas ouvert depuis longtemps. Et il me dit viens avec moi, là on se réchauffera, puis on pourra discuter un petit peu. Donc on a discuté et puis là, ça s'est un petit peu emballé de son côté. Il a eu les mains baladeuses et plus que baladeuses. Et voilà, le pire est arrivé. La parution de ce rapport est une avancée pour Georges Magan. Les chiffres et les statistiques sont frappants. Il attend désormais des actes de l'Église, mais aussi de la justice qu'il juge trop clémente face à son bourreau. Qu'est-ce qu'il a été condamné ? Condamné à rien. Il y avait des faits, il y avait des témoins, il y avait tout. Bon, on était là, on était à la barre. Il n'y a rien. C'est une personne qui repart tranquille. L'Église se prône en disant l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, d'accord, mais l'amour des autres aussi. Et qu'un prêtre doit donner le bon exemple. Pour Georges Magan, l'Église ne peut plus se voiler la face. Le Rouchon réclame aujourd'hui des lois et plus de transparence de la part de l'Église. Voilà pour ce témoignage terrible. Sans transition, il y a 10 ans était lancé le réseau Espérance Banlieue, un réseau d'écoles adapté aux élèves en décrochage scolaire. Ces établissements aujourd'hui, au nombre de 17, proposent une alternative à l'enseignement classique. Et c'est ce qu'ont pu constater Michael Elmidoro et Nicolas Dandry de TV78 en se rendant au cours Charles Péguy à Sartrouville dans les Yvelines. Regardez.
Il est 16h15, c'est la fin des classes au cours Charles Péguy de Sartrouville. C'est l'heure des services, ranger la cour, faire la vaisselle, nettoyer les vitres. Les 79 élèves de l'école sont répartis dans des équipes interniveaux. Chacune sa tâche. Pour l'équipe de Stacy, c'est le nettoyage des tables et des chaises de l'école. Quand on fait un service, il faut être toujours ensemble et non à droite ou à gauche. Créée en 2016, cette école fait partie du réseau Espérance Banlieue. Elle compte 7 classes du CP à la 5e. Marie-Pierre Collet est enseignante depuis 30 ans, arrivée dans le réseau il y a 4 ans. Elle enseigne aujourd'hui à une classe de CM2. En REP, j'avais 24-25 élèves. C'est comme si là, je les avais tout le temps en demi-groupe. Donc on peut se permettre quand même beaucoup plus de manipulation, en sciences notamment, et d'ailleurs dans toutes les autres matières. Cet établissement destiné aux élèves décrocheurs du primaire au collège, c'est la possibilité pour ces jeunes de développer aussi un sentiment d'appartenance. Des équipes au nom de personnalités historiques, un uniforme commun à tous et l'hymne national entonné chaque lundi matin en levant le drapeau national. J'aime bien qu'il y ait des uniformes et j'aime bien aussi qu'on s'assemble le lundi pour chanter l'hymne national. Alors l'uniforme, c'est un vêtement effectivement que les enfants méritent. Lorsqu'ils arrivent à l'école, ils sont en civil, entre guillemets. Et de par leur attitude en classe et à l'extérieur de la classe, ils montrent qu'ils ont acquis et qu'ils mettent en pratique les 5 règles d'or qui sont être joyeux, penser aux autres, être propre et ordonné, être vrai, et bien travailler, être curieux. Et ce soir-là, la cérémonie des avis a permis de récompenser 2 élèves. Nous avons pu vous voir progresser de jour en jour depuis le début que vous êtes ici. Est-ce que vous vous engagez par cette prise d'uniforme à respecter les 5 règles d'or? Eh bien, avec une grande joie, je vous le donne. Merci. Avant de conclure la journée sur le traditionnel cri de guerre du cours Charles Péguy de Sartrouville. En l'honneur de Laïna et de Jiba, cours Charles Péguy. Voilà, et souvenons-nous, il y a un an maintenant, le 2 et 3 octobre 2020, la tempête Alex s'abattait sur la France. Un bilan terrible, 10 morts, 8 disparus et 217 millions de dommages. Un an après, la vallée de la Roya, une des plus touchées par la catastrophe, a rendu hommage à ses victimes. Nous nous y sommes rendus, un reportage signé de Yannick Debevert et de Lionel Bernardo pour Monaco Info. C'était une matinée bien agitée dans le paisible village de Bray-sur-Roya. Maire, préfet, député, président de région et le prince souverain sont venus rendre hommage aux victimes de la tempête Alex. C'était il y a tout juste un an. La principauté avait alors grandement aidé les habitants des vallées avec notamment un don de 4 millions d'euros à destination des sinistrés. Que ce soit la mairie de Monaco, les associations, les entreprises, la société civile monégasque tout simplement, qui ont été particulièrement mobilisés à notre côté, et à nos côtés, les sapeurs-pompiers de Monaco, la Croix-Rouge monégasque. On a eu vraiment une aide extraordinaire telle qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer. La journée a débuté par la messe dominicale, évidemment, pas comme les autres. Et puis c'est un véritable cortège qui s'est dirigé vers la maison du souvenir, un monument construit avec le bois arraché par les flots sous lequel une boîte aux lettres a été installée. L'objectif de cette maison du souvenir, c'est à la fois de garder en mémoire ceux qui nous ont quittés, notamment les 3 victimes brailloises de cette catastrophe, mais aussi la possibilité laissée aux habitants dans cette boîte aux lettres de raconter leur histoire. Et puis, il y a eu l'inauguration de cette plaque commémorative, sur laquelle les noms des 3 habitants braillois décédés y figurent. Le niveau de l'eau au plus fort de la tempête est également gravé. Un marqueur impressionnant situé à plus de 2 mètres de hauteur par rapport à la route. On a encore une trentaine de familles qui ne peuvent toujours pas réintégrer leur habitation. Des arbitrages doivent être rendus, certaines maisons vont être détruites, d'autres doivent être réhabilitées. Et puis nous avons toujours beaucoup de chantiers pour la reconstruction, des routes qui doivent encore être rétablies. Cette matinée, lourde mais importante, s'est clôturée par le dépôt d'une gerbe de fleurs dans le lit de la Roya, celle qui a tant fait cauchemarder les habitants de la vallée. Voilà, sans transition, nous espérons pour certains que c'est très bientôt que vous irez dévaler les pentes enneigées. En attendant, sachez tout de même qu'à partir du 1er novembre, les automobilistes seront dans l'obligation d'équiper leurs véhicules dans les zones montagneuses. Des explications en Savoie et en Haute-Savoie de Victoria Lopez pour notre chaîne partenaire sur place, 8 Mont-Blanc. Le 1er novembre, la réglementation va changer dans nos pays de Savoie. Sur toutes les routes de nos 2 départements, les automobilistes devront être équipés pour affronter l'hiver.
Mais de quel équipement parle la loi ? Sur le site du gouvernement, on peut lire que dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront soit détenir dans leur coffre des chaînes à neige, métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins 2 roues motrices, soit être équipés de 4 pneus hiver. La loi concerne 48 départements situés dans des massifs montagneux. Pour chacun d'entre eux, c'est au préfet d'établir la liste des communes et des axes concernés. En Savoie et en Haute-Savoie, tous les axes routiers et toutes les communes sont concernés sans exception du 1er novembre au 31 mars 2022. Les garages sont déjà pris d'assaut. Là, en ce moment, on est sur un rythme de 150 personnes qui appellent par jour pour prendre des rendez-vous, plus près d'une petite centaine de personnes qui passent. Au moins pour se renseigner. Des pneus adaptés, c'est-à-dire portant la mention 3PMSF ou M+S, des chaînes ou des chaussettes seront donc nécessaires pour rouler sur les axes savoyards et haut-savoyards cet hiver. Mais la pédagogie et l'information seront de mise jusqu'en 2022 et les manquements à l'obligation ne seront pas encore sanctionnés cet hiver. Pour ma part, non, ça ne changera pas. Je trouve que c'est un peu tôt parce que maintenant la neige arrive assez tard quand même. En plaine, il y a quand même beaucoup moins de neige sur ces 10 dernières années. Donc je trouve ça un peu tôt de vous à moi. Mais en soi, de toute façon, il faut les mettre parce que allez vous amuser avec des pneus été sur neige, on verra ce que ça donne. L'obligation d'être équipé ne concernera pas seulement les habitants de nos départements, mais aussi les visiteurs, à commencer par les nombreux voyageurs qui séjournent dans nos stations pendant la saison d'hiver. Voilà, dans ce journal maintenant, nous partons pour l'Occitanie, pour une initiative utile. À Cornebarieux, au nord de Toulouse, la capitaine de police, qui s'appelle Céline Gardel, donne depuis janvier des formations aux forces de l'ordre et aussi aux agents de sécurité volontaire pour lutter contre la maltraitance animale. Une formation dont elle détaille le programme au micro de Geoffrey Priol pour Via Occitanie sur place. Nous avons tout ce qui est l'intervention face à un chien en stress ou dangereux. Nous avons ensuite toute la réglementation des chiens de catégorie et ensuite tout ce qui est les atteintes à la vie et à l'intégrité de l'animal. Donc tout ce qui est les infractions, c'est-à-dire le volet du contraventionnel et du délictuel, puisqu'il n'y a pas de criminel en droit animalier. Après l'Occitanie, nous partons pour la Nouvelle-Aquitaine. Elles sont sur toutes les cartes postales. Je parle bien évidemment des cabanes Tchanké du bassin d'Arcachon, dont l'une d'elles a été d'ailleurs construite il y a plus de 80 ans. Alors, normal qu'elle ait droit à quelques petits travaux de rénovation. Dominique Parmentier de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, s'est rendue pour nous sur le chantier. Regardez. Elles trônent au milieu du bassin d'Arcachon comme 2 sœurs jumelles inséparables et indissociables du paysage. Si la cabane numéro 53, celle au volet blanc, a été entièrement reconstruite à l'identique en 2007, la numéro 3 au volet rouge, qui date de 1945, menace de s'effondrer. Les 26 pieux en bois qui la soutiennent sont totalement rongés par la mer. C'est pourquoi la ville de La Teste a décidé d'entreprendre en urgence des travaux de consolidation. Menés par une entreprise spécialisée, ils ont commencé le 29 septembre dernier. Notre travail, c'est de remplacer les pieux bois par des pieux béton. On remplace la partie inférieure qui est abîmée et altérée et on vient chercher la partie propre du bois en hauteur de façon à pouvoir se raccorder. Un chantier difficile, au gré des marées. On peut travailler que sur le basse-mer, de façon à ce que l'eau ne soit pas un obstacle aux travaux. Et après, cette semaine, sur des coefficients importants, on a un temps plus court à travailler que ce que l'on avait la semaine dernière. Le chantier devrait durer encore 2 ou 3 semaines. Coût de l'opération, 130 000 €. Une consolidation temporaire en attendant sa reconstruction inévitable, car personne ici n'envisage de voir disparaître ce patrimoine identitaire. Mais dans ce site classé Natura 2000, soumis à de nombreuses contraintes réglementaires, la procédure sera forcément longue. Il va falloir, lancer des études et monter un projet en instruction, donc en respectant toutes les phases administratives. Mais ce sera un autre prix, de l'ordre d'1 million d'euros. La ville de La Teste espère trouver des subventions. Elle a même lancé un appel au mécénat, visiblement déjà avec succès. Voilà, nous partons pour la Sarthe maintenant. Je vous emmène au salon Faites Lire, au Mans, où était invité Plantu, le célèbre caricaturiste. Laure Girard de LMTV sur place lui a tendu son micro et voilà ce qu'il a dit au sujet de l'évolution de son métier. Écoutez. D'abord, moi, ça m'apprend beaucoup de choses sur la société qui change. Il y a des questions qu'on me posait il y a 10 ans, on m'en pose d'autres aujourd'hui. On sent que la société a changé. On sent que maintenant, la liberté... Parler de la liberté, moi je ne me posais pas la question il y a 20 ans sur est-ce que j'ai le droit de dessiner, jusqu'où je peux aller.
Je faisais mes dessins dans le journal. Et donc, il faut tous les jours trouver des idées et faire comme si on n'avait rien fait depuis 20 ans. Et des fois, on peut faire un dessin qui peut être mal compris, mal interprété, manipulé, et tout d'un coup, on s'en prend plein la figure, comme si on n'avait rien fait 10 ans, 15 ans plus tôt. Et donc, ça fait aussi partie du boulot. Voilà, il est temps de larguer les amarres dans ce journal. Vous allez voir, ils sont lycéens et pendant près d'1 an, ils parcourent le monde à bord d'un somptueux voilier, les Vénards. Avant de jeter l'ancre à Porto, au Portugal, ils étaient de passage à Saint-Malo et bien évidemment, nos consoeurs de TVR à Rennes, Capucine Collin et Agathe Harel ont voulu rencontrer ces lycéens pas comme les autres. Regardez. Hei, jeg heter Alexandra. Jeg er 17 år, jeg kommer fra Oslo i Norge. My name is Matej, I'm 17 years old and I'm from Los Angeles, California. Jeg heter Lisa, jeg er 17 år og jeg kommer fra Stavanger i Norge. Ils viennent des 4 coins du monde et ils ont embarqué pour une aventure de 10 mois à bord du Sørlandet, un voilier norvégien de 1927. Pour cette expérience, chacun a dû débourser 62 000 €. Mais attention, ici, pas de suite de luxe, on vit comme des vrais marins. Vous voyez ces crochets ici ? C'est là qu'on installe nos hamacs. Dans la cale du bateau, les 60 lycéens dorment, mangent et vont en cours, car pas question de laisser l'école de côté. Et quand on est en classe, on tire ce rideau pour diviser la pièce. Comme ça, on a un groupe ici et un autre là. Cours de maths, d'histoire, mais aussi de navigation. Sur le Sørlandet, ce sont les jeunes qui mènent la barque. Pour leur première escale depuis leur départ de Norvège, ils ont jeté l'ancre dans la cité corsaire. Notre venue à Saint-Malo est un heureux hasard. En 2019, nous naviguions vers une autre destination, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Alors on a décidé d'accoster à Saint-Malo et ça a été une expérience incroyable pour nos élèves. Après 2 ans de pandémie, cette aventure maritime s'est présentée comme une bouffée d'air frais. C'était incroyable quand on a enfin quitté la Norvège. Tout le monde était super heureux, on sautait partout sur le pont. Et quand on a aperçu la France en s'approchant des côtes, quand on a découvert les maisons et le paysage, c'était un sentiment dingue. C'est tellement différent de ce qu'on connaît en Norvège parce que chez nous, il n'y a que des petites maisons en bois. Et ici, il y a des magnifiques maisons en pierre et en briques, c'est super beau. Prochaine destination, Porto, au Portugal. Retour en Nouvelle-Aquitaine, direction Limoges et son club de plongée sous-marine. Certes, point de mer ni d'océan à l'horizon, mais ces amateurs s'exercent d'abord en bassin avant de pouvoir aller chatouiller les poissons. Et Benjamin Delmas de 7 à Limoges a pu assister à un de leurs entraînements. Regardez. Pareil pour le Grand Bleu, chaque mardi, ces passionnés de plongée se réunissent pour partager leur plaisir d'évoluer sous l'eau. Une plongée à 4 mètres de profondeur dans une eau à 28 degrés. Alors d'accord, ce n'est pas la Méditerranée, mais les conditions sont idéales pour ces plongeurs du club subaquatique de Limoges. On démarre notre nouvelle saison après une période un peu compliquée et premiers entraînements ce soir en piscine. Ils ont choisi de s'entraîner dans la piscine de Beaublanc, un élément de sécurité pour acquérir des réflexes sous l'eau. On remonte. C'est-à-dire qu'en mer, on a tout de suite les poissons, la motivation, la beauté et la raison pour laquelle on est là, c'est-à-dire le milieu marin. Alors qu'en piscine, on va acquérir des réflexes. Alors l'idée, bien sûr, c'est un club subaquatique, c'est d'amener les gens sous l'eau, de leur faire partager, découvrir ce qui se passe sur les fonds sous-marins. La beauté des fonds sous-marins, effectivement, en piscine, puisque nous apprenons en piscine, il faut bien commencer quelque part. Nous sommes au centre de la France, nous n'avons que des lacs. Une fois que les élèves ont acquis le niveau 1 ou le niveau 2, ils vont en mer. On va en Espagne, à Rosas, on va en Bretagne, et puis on va à l'étranger. Mais avant de se jeter à l'eau, il faut connaître son matériel. Le CSL assure les formations des plongeurs du niveau 1 à 4. Il faut que tu enlèves ton bouchon pour que tu puisses après le mettre sur la bouteille. C'est un peu comme si on était un astronaute dans l'espace. Sauf qu'on arrive mieux à se propulser quand même. Mais voilà, il y a cette sensation de 3D, on peut se mettre dans la position qu'on veut, on respire. Donc ouais, ça reste une aventure. Divisés en petits groupes appelés palanquets, ils sont encadrés par un moniteur qui veille sur leur confort et leur sécurité. Les baptêmes sont disponibles tout au long de l'année sur prise de rendez-vous. Il n'y a plus qu'à se jeter à l'eau. Nous ouvrons une page musique, mais aussi amitié dans ce journal.
On connaît tous la longévité de groupes de musique tels que les Rolling Stones ou encore U2. Et bien dans l'Aude, un autre groupe, G63, moins célèbre celui-là, mais tout aussi talentueux, a fêté ses 40 ans d'existence. Alors le secret de cette carrière hors norme, c'est l'amitié d'une bande d'amis d'enfance et puis la passion des concerts qu'ils écument dans la région. Christophe Rigaud est allé pour nous les rencontrer lors de leur passage à Paris. Regardez ce reportage. 40 ans de musique et 40 ans d'amitié, c'est une longévité rare dans le milieu du rock. Mais ce ne sont pas les seuls points communs de Serge, Jean-Louis et Olivier, tous membres du groupe G63. Ils sont d'abord tous nés en 1963, d'où le nom du groupe, mais ils viennent surtout d'un petit village de l'Aude, Quillan, des origines qui ont construit l'âme du groupe. On est des Audois, on est d'Occitanie, on le revendique haut et fort parce que la musique n'est pas qu'à Paris. Et aujourd'hui, 40 ans après, l'histoire continue. On écoute beaucoup la musique anglo-saxonne, les Queen, Kansas, les Girls, les Purple, les Zeppelin, tout ce qui va avec. Et on est passionné de ça. Avec un son résolument pop-rock, les textes de G63 parlent de notre quotidien. Le chômage, ça peut être l'amour, ça peut être une difficulté de quelqu'un, voilà, et donc je parle là-dessus. Profiter du temps qui passe, notamment sur un morceau comme un jour ou l'autre, voilà, et ça parle là-dessus, quoi. Mais le carburant du groupe, ce sont avant tout les concerts, face à leur public, mais aussi en assurant les premières parties d'artistes reconnus. C'est Patrick Ruel, ça. Il y avait 15 000 personnes. On n'est pas trop habitué à ce genre de choses. Non. Mais on y a pris goût, par contre. Jouer en répétition avec les amis, c'est très très bien, c'est super. Faire de la musique, c'est génial. Mais alors, les concerts, c'est l'aboutissement de tout ça. C'est le plaisir, mais alors à l'état pur. De passage à Paris, le groupe a fait un petit détour par une salle mythique, l'Olympia. Un rêve pour ses musiciens, mais pas une fin en soi. Quand on fait de la musique, la première notion, c'est la notion de partage. Nous, qu'on joue à l'Olympia ou qu'on joue sur une charrette, c'est pareil pour nous. C'est le partage. Mais c'est vrai que ça serait l'aboutissement et la récompense de beaucoup d'années de complicité, beaucoup d'années de travail. Et ça serait génial de montrer que des gens de l'Aude, d'Occitanie, peuvent aussi, un jour, avoir leur place sur l'Olympia. Après 40 ans d'existence et 6 albums, G63 ne compte pas s'arrêter là. Un 7e opus est en préparation avec un seul mot d'ordre, continuer à donner du plaisir au public, dans l'Aude et partout ailleurs. Et maintenant, de tendres images dans ce journal. Comme je vous le disais dans les titres, 7 lionceaux ont vu le jour aux eaux de Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne. Ces charmantes boules de poils sont nées cet été, mais les visiteurs ont dû attendre ce mois d'octobre pour les découvrir, gambadant près de leurs parents d'ailleurs. De bien attendrissantes images signées Agnès Grimaldi pour La Dépêche, nos confrères sur place. On attend qu'ils soient assez débrouillards, assez agiles pour ne pas rester coincés quelque part et qu'ils puissent à peu près se débrouiller sans la mère. Voilà, qu'ils puissent la suivre au moins pour elle est habituée à rentrer, mais eux ils ne savent pas encore comment rentrer, comment aller se nourrir, etc. Donc pour être sûr qu'ils suivent correctement la mère et rentrent bien le soir. Surtout qu'on s'oriente vers des nuits un peu plus fraîches, donc voilà, on va être sûr que tout se passe bien. Voilà de bien tendres images de ces lionceaux adorables. Maintenant, âme sensible, s'abstenir, éloignez-vous de vos écrans, car dans la cité médiévale de Rodemack, en Moselle, pas la peine d'attendre le soir d'Halloween pour voir des sorcières déambuler dans les rues, et cela même en plein jour. Le courageux Jean Milon de Moselle TV leur a tendu son micro. Écoutez les sorcières. Pour le grand retour de la fête des sorcières, les visiteurs ont sorti leurs plus beaux costumes. Mais alors, à quoi reconnaît-on une sorcière réussie ? Je pense que c'est très, très maléfique, donc ça serait plutôt vers le noir, avec des chats noirs, des animaux qui vont avec, tout ce qu'on connaît, corbeaux, rats. À son gros nez. À ses beaux yeux. C'est libre cours à l'imaginaire, hein, donc chacun est la sorcière qu'il souhaite. Un concept qui visiblement cartonne dans les rues étroites du centre historique. Difficile de se frayer un chemin. Le nombre maximum de visiteurs attendus, avoisinant les 5000, a largement été dépassé.
On s'attendait effectivement quand même pas à autant de monde et pour le coup, même en ayant prévu que peut-être on s'y attendrait pas, on s'y attendait vraiment pas, on pensait pas du tout arriver à saturation. Les nombreux fans de pop culture et de contes ou pratiquants d'arts occultes ont pu se ravir tout au long de la journée du marché des créateurs, des expositions d'artistes et des diverses animations proposées. Un véritable voyage dans un pays magique, parfois maléfique, satisfaisant petits et grands. 2, 3. Tu l'as tranché, bravo, on l'applaudit. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT. On se retrouve pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.